sur cet ordinateur. Bonjour, bonjour Sylvain, bonjour à tous. Donc Bonjour. nous voilà pour cette euh, vidéo numéro 36. Oui, il ne faut pas que je m'en mêle dans les chiffres, qui vient après une petite vidéo particulière que Sylvain nous a offerte au début de cette semaine. D'ailleurs, il nous en redira un petit mot, hein, parce que Ah oui, je crois oui. que ça continue, hein. Tous Eh les oui, cessez-le-feu malheureusement. sont voués à l'échec, donc on va en reparler. Hein. Mais j'ai l'impression que vous avez apprécié le fait que sur un sujet un peu brûlant, on puisse rapidement se mobiliser et vous offrir de la réinformation. Alors, comme d'habitude, avant de commencer sur le fond, quelques petites observations. Vous avez regardé, je suppose, le générique. Vous avez noté que ce générique changeait au fur et à mesure de l'actualité. Alors, je vais faire un aveu, hein. Je m'amuse beaucoup à le faire. Je mets de côté quelques photographies. Vous aurez peut-être noté qu'on voit souvent, pas toujours au travers de la même photo, Maria Zakharova, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe. Alors, c'est pas du tout parce qu'elle est majestueuse et qu'elle est absolument magnifique, pas du tout, c'est parce qu'elle est pertinente, hein. Je pense qu'il faut l'écouter. Bien, je mets également des photos de Joe Biden pour montrer qu'il est alerte, hein, qui va, je veux dire, très bien quand il est à la direction du monde. Voilà. La musique, alors je rappelle que la musique a été composée par un de nos amis, des auditeurs de cette chaîne, hein, qui nous a fait une musique originale. Donc voilà, hein, je vais continuer ce petit exercice, je le reconnais, qui m'amuse beaucoup. Ça permet de se moquer d'un certain nombre de personnes et ça permet un peu de raconter aussi ce qui est en train de se passer. Voilà. On compte sur vous pour le soutien matériel qui est important, hein. On est en train de faire évoluer l'aspect technique. Donc, Sylvain a récupéré un matériel, je crois qu'il en est content, hein, Ah nouveau, oui, qui oui. lui permet de bien travailler. Un avion de chasse, hein, toujours ces mêmes références. On compte sur vous aussi pour les pouces levés, pour les abonnements, pour les cloches. Ça, je ne sais pas très bien comment ça fonctionne, hein, parce qu'il s'agit de convaincre l'algorithme que nous sommes des gens très bien, hein, et qu'il faut nous proposer aux gens qui fréquentent le site YouTube. Voilà. Bon, alors, l'actualité, c'est effectivement deux parties, vous l'avez vu dans le sommaire, c'est en deux parties. Premièrement, c'est un petit peu la situation militaire, mais la situation militaire au sens large. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'actuellement, dans les informations qui circulent, y compris en Occident, on prend la mesure de ce que je vais appeler, entre guillemets et avec précaution, l'inévitable défaite ukrainienne. Hein, ça commence à être intégré, en particulier dans la presse anglo-saxonne, qui est plus libre et plus objective que la presse française. On commence à dire, ouh là là, ça va mal se terminer cette affaire. Alors, bien évidemment, quand je parle des réactions en Occident, je parle des réactions de la presse, mais il y a également les réactions des institutions, les discours tenus par les uns et les autres. Aux États-Unis, c'est quand même assez significatif, et reste toujours cette histoire des documents, des fameuses fuites qui auraient été organisées par un jeune garçon d'une vingtaine d'années, c'est-à-dire c'est un peu comme le sabotage de Nord Stream, hein. C'est-à-dire que on nous a servi une histoire rocambolesque qui ne peut pas être cru par qui que ce soit, qu'un garçon de 20 ans comme ça, qui était sur une base secondaire, ait eu accès à cette documentation dont il apparaît quand même qu'au moins une partie, hein, est une véritable information des services de renseignement. Tout ceci est farfelu. Bon, donc, Sylvain, toujours sur cette histoire des, des fuites, est-ce qu'on peut penser, c'est ce qu'on disait déjà la semaine dernière, alors c'est un peu plus contradictoire aujourd'hui, est-ce qu'on peut penser que c'est une opération d'intoxication, on va dire générale, pour préparer l'Occident à la défaite, ou bien est-ce que ce sont des règlements de compte au sein même de l'État américain, c'est-à-dire
le Pentagone contre les cinglés du sous-sol, c'est-à-dire les néocons, tels que les appelait George Bush le père, hein, le Pentagone qui essaye de poser des jalons parce qu'il est opposé à la stratégie démocrate Biden en Ukraine. Alors, j'ai envie de dire les deux, mon général. En fait, c'est un jeu, je pense, à double bande, au minimum, peut-être à triple bande. On va revenir sur le côté d'abord farfelu de qui aurait révélé les choses. Alors, nous, on voit ça de notre point de vue et on se dit c'est farfelu. Mais attention, aux États-Unis, c'est pas farfelu du tout. C'est-à-dire que le jeune homme qui est pointé du doigt, il est pointé du doigt d'une manière très particulière. On nous le dépeint comme un patriote, catholique et passionné par les armes à feu. C'est Tous les tout défauts, sauf quoi. voilà, c'est tout sauf farfelu quand on dit ça de quelqu'un aux États-Unis aujourd'hui. On vous le désigne comme ni plus ni moins un adorateur de la bête blonde, à savoir Donald Trump. Hein. Voilà, c'est clair, c'est net. Et c'était d'ailleurs très intéressant de voir que le meilleur relais de la propagande anti-Trump la plus dingue qui existe en France, à savoir la chaîne LCI, LCU, a tout de suite insisté sur ce discours hein, et repris ce discours à l'envi. Hein, et en venant en plus, hein, on a apprécié ça, sortir Benoît Billon de la naphtaline pour venir appuyer ce discours-là, hein, voilà, pour cracher sur un jeune patriote, etc. On a été chercher quelqu'un qui est prêt à se fourvoyer pour vendre des livres. Bon, c'est bien, hein, on appréciera ce genre de comportement, mais tout de suite, on a vu notamment Madame Laurence Haïm, hein, qui est à la pointe de la propagande anti-Trump en France depuis que Donald Trump a concouru à la première élection présidentielle aux États-Unis, nous a insisté en disant voilà, ces gens sont dangereux, hein, ils sont soutenus, voilà, donc il faut faire très attention. Alors, elle a admis quelque chose qui était très intéressant pour moi, c'est qu'elle a admis que tout ça pouvait dégénérer en guerre civile aux États-Unis. Hein, elle a admis que tout ça reflétait les nombreux paradoxes dont on a déjà parlé ici de la société américaine qui font qu'elle est presque devenue complètement irréconciliable avec elle-même et qu'elle peut à tout moment exploser ou imploser plutôt à la suite de ce genre de choses. Donc le premier point, c'est ça, c'est de dire c'est farfelu, mais pour nous qui n'avons pas une connaissance ni une appréciation fine de ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. Oui, mais alors attends, Ensuite, est-ce que ça voudrait dire que ce jeune homme, d'abord, il a été choisi du fait du profil que tu décris, hein, oui, est-ce qu'on peut penser qu'il a été manipulé, qu'il a servi de messager, un support, il est tombé dans une provocation lui-même parce qu'on voulait que ce message passe. pour moi, c'est indéniable que ça relève de ça. C'est-à-dire que c'est la proie facile qu'on a manipulée. Hein, c'est comme l'incendiaire du Reichstag autrefois. Hein, c'est le type qui n'est pas du tout encore affirmé en tant qu'homme dans la vie. Hein, la vingtaine aux États-Unis, hein, on est vraiment encore, on est tout juste plus un teenager, mais dans sa tête, on l'est encore, dans ses comportements également. Donc, bien évidemment que ce pauvre gars a été entre guillemets, choisi pour son profil, pour être manipulé et pour servir à ça. Parce que, bien évidemment, comme l'a expliqué Larry Johnson, qui est un ancien agent de la CIA qui a quitté le service actif il n'y a même pas 5 ans, cette capacité à ce niveau de compétence, c'est-à-dire réserviste de la garde nationale, on n'accède pas à l'ensemble des documents auxquels il a eu accès en claquant des doigts. Hein. On essaye de nous faire croire que c'est possible. Malheureusement, c'est un peu plus compliqué que ça. Et donc, peut-être y a-t-il eu accès, j'insiste souvent parce que je viens un peu de ce milieu-là, entre les crackers et les hackers. Hein, les uns ont besoin d'opérer une manipulation comme on forcerait une serrure, et puis les autres on leur a donné les mots de passe et ils les utilisent, ou ils les ont récupérés à l'insu des utilisateurs et ils les utilisent et on ne voit pas qu'ils sont rentrés dans le système. Là, je pense que cette personne rentre dans la catégorie entre guillemets des hackers, qu'il a eu accès à ces données-là alors qu'il n'aurait jamais dû y avoir accès et qu'on voit par rapport au fait qu'une partie des données sont vraies et que les autres relèvent d'un montage, il y a d'autres gens qui sont à l'œuvre derrière et qui sont très heureux
Alors, c'est pour ça que je dis que c'est un jeu à double bande, parce que ça permet d'attaquer Trump en disant c'est un de vos partisans, mais de l'autre côté, ça permet aussi, alors peut-être est-il aussi sacrifié par son propre camp, hein, c'est aussi une possibilité qui n'est pas à écarter, mais ça permet effectivement d'instiller quelque chose d'abord dans l'opinion publique américaine, parce que c'est ce qu'a expliqué Douglas McGregor, on a partagé la vidéo sur Veille Stratégique ce week-end, c'est de dire, voilà, ce que révèlent les documents que ce jeune homme a rendus publics, quelle que soit la méthode, c'est que tout ce que nous vous disons, donc lui, Ritter et d'autres depuis, ou Larry Johnson, depuis le début de la guerre en Ukraine, n'est pas une vue de l'esprit, on n'est pas des agents russes, mais c'est effectivement le reflet d'une réalité, et comme tu le disais au départ, c'est-à-dire d'une réalité qui nous laisse entendre qu'on va vers une inévitable défaite de l'Ukraine, en considérant par défaite le fait que l'Ukraine va perdre tout ou partie des 4 oblasts qui sont aujourd'hui conquis ou revendiqués par la Russie comme étant sa propriété. Et la Crimée en plus, bien évidemment. Voilà ce qu'on appellerait une défaite. Hein, parce qu'après, on va nous dire, ah ben oui, mais les Russes ont perdu du monde, etc. Ça, c'est encore un autre critère d'évaluation, mais qui, à la fin, si les territoires, même tels qu'ils sont aujourd'hui, passent sous le sceau de la Russie, bah, ça fait 19%, quasiment 18,6% de mémoire du territoire ukrainien, en plus de la Crimée, qui aura été amputée à l'Ukraine. Alors, si c'est une victoire ukrainienne, il faudra m'expliquer comment. Je pense que des gens comme Cédric Maas ou Titelman arriveront à le faire, mais objectivement, ce ne sera pas le cas. Alors, on pourra dire que c'est une victoire chèrement payée pour les Russes le jour où on aura les pertes, hein, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Attention, attention, parce que je pense que c'est pas le niveau des pertes dont je pense qu'on nous raconte, sur lesquelles on nous Bien raconte sûr. beaucoup d'histoires, beaucoup de blagues. Hein. Dès lors qu'on gratte un peu la chose, y compris qu'on va du côté anglo-saxon, on s'aperçoit que les rodomontades de LCI et d'autres ne tiennent pas debout, ou du général Trinquant, par exemple, qui se contente, lui, je ne sais pas s'il le fait, il est stupide, ou bien s'il ment, peut-être les deux, et il inverse les chiffres qui sont reconnus à peu près par tout le monde. La Russie, son économie va bien, elle a enclenché un changement du monde qui fait qu'elle est reconnue partout. J'ai vu passer un article du New York Times en disant, c'est curieux, les médias africains considèrent Poutine comme un héros, sans blague. Sans blague. Et oui, il faut entendre le discours d'un des patrons des syndicats sud-africains à propos du sommet des BRICS qui doit avoir lieu en Afrique du Sud. Et il y avait des menaces d'arrestation à la suite du mandat de la Cour pénale internationale. Et le gars, il était d'une fermeté. Il a dit, mais on ira le chercher, on le raccompagnera ensuite et vous n'y toucherez pas. Voilà ce que dit le gars. Et il est acclamé quand il prononce ce discours. Alors la Russie isolée, ça n'est pas sérieux. Une économie qui va bien, un pays mobilisé, parce que toute notre attitude à nous occidentaux, toute cette russophobie qui s'est développée, a démontré aux Russes qu'ils avaient, avec l'Occident dans leur relation, un problème existentiel. On les a confortés dans cette idée. C'était Oui. stupide. Alors, des bêtises, on en a fait pas mal. On a fait des sanctions, on s'est tiré des obus de mortier dans les pieds à tir-larigot, on a coupé l'approvisionnement en énergie bon marché. Enfin, toutes les bêtises, on les a faites, mais celle-là en est une importante. Il n'est pas prêt d'avoir des soucis politiques, Vladimir Poutine. Alors, ce qui est intéressant aussi, je trouve, dans la façon dont l'Occident commence à traiter, à parler de l'inévitable défaite, je continue à y mettre des guillemets, c'est que ceux qui sont, entre guillemets, des dissidents, on les cite, McGovern, McGregor, Scott Ritter, Larry Johnson, ils sont de plus en plus durs dans l'exposé de leurs positions et de leurs analyses, de plus en plus déterminés. Ils prennent plus de précautions et ils sont parfois presque plus, je veux dire, directs que les Russes eux-mêmes. Alors, ça, c'est ce qui concerne, je vais dire, à la limite, les gens sérieux. Maintenant, on va parler des gens pas sérieux. On va parler de la France. On va parler de la France où ça continue. Alors, Oui. je sais,
quand on a préparé cette émission que mon ami Sylvain Ferreira va être d'une grande indulgence avec LCI. Il va dire que, parce que non, il a un avantage. Sylvain, il regarde LCI. C'est totalement au-dessus de mes forces. Nous n'avons pas le même âge. Moi, je suis désolé, j'ai quelques facteurs de santé peut-être du fait de ma surcharge pondérale et de mon âge qui fait que je pourrais, à l'écoute d'LCI, attraper un AVC. Je vais me permettre aussi, avant de poursuivre, de relever ce qu'il a dit sur Benoît Billan. Benoît Billan, qu'on accroche un peu ici, je vais dire amicalement, c'est quelqu'un qui est compétent, c'est quelqu'un qui a écrit un ouvrage récemment sur l'art opératif qui est très intéressant. Je crois que c'est un garçon de qualité. Je ne sais pas ce qu'il va faire d'aller se compromettre sur le plateau d'LCI. Alors, je vais lui faire un petit coucou, Benoît. Sur Wikipédia, je crois que c'est toujours le cas, tu es assis à côté de moi. Je trouve que être assis aujourd'hui à côté d'Allah Poédi, c'est pas véritablement un progrès. Voilà, c'était un petit message personnel que je souhaitais faire passer. Alors, la France, avant de passer la parole à l'avocat des dérives françaises, mon ami Sylvain Ferreira, je vais parler du chef d'état-major des armées français, Monsieur Burkhard. Alors, je sais on en a déjà parlé, à l'époque des mauvais généraux. La France a un vrai problème, elle a un État, son État-providence qui est à peu près détruit méthodiquement par Macron, mais l'État, dans ses fonctions régaliennes, est également profondément affaibli. La santé, la justice, l'ordre public, la police et l'armée. On le sait. Et malheureusement, on constate que soit par quelques retraités qui ont pris leur retraite il n'y a pas très longtemps, soit par le chef d'état-major lui-même, on a affaire à de mauvais généraux. J'utilise cette expression parce qu'elle était celle du général de Gaulle à propos des généraux de 40. Alors, il est allé en Ukraine, au moment où cette défaite se profile, il est allé au secours de la défaite et il s'est fait tout sourire dehors, photographié, donnant une accolade à Zalouzny. Alors Zalouzny, c'est le chef d'état-major de l'armée ukrainienne, c'est quelqu'un qui est connu pour sa corruption, qui s'est acheté des propriétés de luxe à l'étranger, qui arbore de temps en temps des sigles nazis, et alors ça c'était Sylvain qui me l'avait fait remarquer, qui parcourt TikTok pour aller draguer des minettes de 20 ans. C'est une excellente compagnie, mon général. Je parle à Burkhard là. C'est une excellente compagnie que d'aller se compromettre, de compromettre l'image de l'armée, c'est proprement, et on le dit, et je le dis du haut de mon âge, c'est lamentable. Oui, et d'autant plus que dans le bureau de Zaloujny, il y a une photo de Stéphane Bandera. Évidemment. Voilà. N'oublions pas ce petit détail. C'est véritablement, mais on sortira de cette crise, on sortira de ce déclin occidental, de la crise que traverse l'Occident en général et l'Europe en particulier, dans un état triste. Voilà. Bon, pendant ce temps-là, ah oui, non, faut que je passe la parole à Sylvain pour qu'il nous dise à quel point LCI désormais est le reflet de la réalité. Ah bah, alors, c'est en fait pour poursuivre ce que je disais sur ta question initiale par rapport à ces révélations et à ce qu'elles peuvent annoncer de la suite des opérations militaires. C'est-à-dire que la semaine dernière, on a l'arrestation donc de cette source et qu'aurait fait fuiter les documents, documents qui, eux, avaient été révélés une semaine à peine auparavant. Et là, aujourd'hui, on a LCI qui se met au diapason de cette idée qu'on essaye donc de diffuser dans tout l'Occident collectif, ça a commencé aux États-Unis, ça se poursuit ici, que l'Ukraine, finalement, est dans une impasse. C'est-à-dire qu'à midi, sur LCI, on a à nouveau Benoît Billan qui vient au secours de ce plateau de gens peu recommandables, pour venir réaliser que l'armée russe aurait créé une ceinture fortifiée de 800 km de long sur tout le front, depuis l'embouchure du Dniepr jusqu'au nord de Kupiansk. Alors bien évidemment, quiconque nous suit, quiconque suit Veille Stratégique, sait que cette ceinture fortifiée, ça fait à peu près 3 mois qu'elle a été
quasiment achevée, hein, et qu'elle avait commencé à être construite avant les vacances de Noël. Donc on est surpris que d'un seul coup, les journalistes d'LCI réalisent, sous prétexte qu'il y aurait eu un communiqué du ministère de la Défense britannique, hein, qui est toujours là pour les informer, réalisent que d'un seul coup, il y a cette puissante ceinture, réalisent que, ah bah tiens, comme c'est bizarre, dans le secteur de Zaporizhzhia, qui est le secteur où on attend la contre-attaque ukrainienne, cette ceinture, elle n'est pas double, elle n'est pas simple, elle n'est pas double, elle est triplée sur 120 km et sur à peu près 40 km de profondeur. Donc, c'est dire que si on s'attaque à ce secteur-là, c'est très compliqué. Et puis, Benoît Billan, du haut de son expertise, vient préciser que les moyens, comme je le disais la semaine dernière, que l'Occident vient de mettre à disposition de l'armée ukrainienne, transport de troupes, quelques chars lourds, etc., sont insuffisants pour mener une contre-offensive de grand style avec des chances de succès, et des chances de succès opératifs et stratégiques, pas des chances de succès tactiques. Non seulement il nous dit ce que je disais la semaine dernière, c'est-à-dire qu'il n'existe pas ces moyens en quantité suffisante, et puis il ajoute quelque chose dont personne ne parle jamais parce que c'est vrai que c'est un sujet encore plus technique que d'habitude, c'est que pour s'affranchir de ces lignes de fortification, il faut du matériel militaire, du génie de combat, hein, il faut des engins, il faut des savoir-faire, et que même nous, dans nos armées en Europe, nous ne possédons plus en quantité suffisante pour même en offrir à l'Ukraine demain. Autant dire que se répand, et là j'étais surpris, alors bon, Benoît Billan pourtant est un expert reconnu comme moi du front germano-soviétique, qu'il ne nomme pas d'où vient l'expertise russe en la matière, c'est-à-dire que c'est ni plus ni moins la reconduction à la fois de la ceinture défensive de Koursk en 1943 et celle du sud de la Hongrie en 1945. Les Russes savent faire ce qu'on appelle un pack front en allemand, hein, c'est-à-dire un piège anti-char le long d'un front complet sur plusieurs lignes de profondeur. Hein, là, alors à midi, sur LCI, on nous donnait les détails, les fossés anti-char, etc. Et donc, bah, on nous dit que l'armée ukrainienne, la contre-offensive, c'est un coup, et que si elle le rate, c'est fini. Ça me rappelle une musique qu'on entendait il y a 80 ans au QG d'Adolf Hitler en Prusse orientale, parce que c'était exactement comme ça que l'ensemble de l'état-major de la Wehrmacht et Adolf Hitler lui-même parlaient de l'opération Citadelle pour s'emparer du saillant de Koursk. Ce sera une offensive à un coup. Si elle rate, c'en est terminé de la capacité pour l'Ukraine d'avoir à nouveau l'offensive, enfin l'initiative et l'offensive, tout comme c'était le cas pour la Wehrmacht en 1943. Voilà. Donc on en est là. Et donc aujourd'hui, on commence à entendre, et donc si LCI le dit, c'est que là, ça devient vraiment prégnant, c'est que l'Ukraine est dans une impasse offensive. Elle n'a pas les moyens de mener cette offensive avec succès pour que ça change la donne opérative et stratégique sur le front. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que les Russes, eux, peuvent le faire. Ils sont aussi dans des problématiques du même niveau parce qu'ils ont choisi une option opérative unique, comme l'a décrit Svetchin et comme l'explique Benoît Billan dans le bouquin que tu viens de mentionner. Il existe une possibilité absolument rare pour l'agresseur, va-t-on dire, hein, celui qui attaque, donc en l'occurrence la Russie, de mener une guerre d'attrition en position défensive. Et c'est exactement cette option opérative que les Russes ont choisi de mener depuis l'été dernier. Et avec succès, puisque ce sont les Ukrainiens, sauf dans quelques secteurs qui sont à l'attaque, hein, ils ont donc finalement été obligés de cesser ces attaques à cause des pertes au mois de novembre. Et puis maintenant, les Russes font des offensives donc sur l'ensemble du front, mais dans des secteurs limités, et avec des moyens qui sont là pour écraser l'adversaire plutôt qu'autre chose. Donc à la fin, si l'Ukraine se dit on lance quand même cette offensive, il faut bien comprendre que ce qui risque de lui arriver, c'est de tomber dans le même piège que celui de la Wehrmacht en 1943 après Koursk, c'est-à-dire que là, ces moyens auront été usés par l'offensive. Hein, la pointe, là où les pointes vont se retrouver, n'oublions pas que Koursk, hein, c'est 2 attaques de part et d'autre du saillant, et les 2 attaques vont finir par mourir dans ces ceintures
défensives soviétiques. Et une fois qu'elles seront mortes dans ces ceintures défensives, les soviétiques lancent des contre-attaques qui vont les ramener quelques mois plus tard jusqu'à Kiev. Alors, je ne dis pas que les Russes contre-attaqueront pour reprendre le terrain jusqu'à Kiev, mais en tout cas, ils pourront du coup reprendre au moins tout ce qui reste à prendre des oblasts qu'ils ont annexés officiellement par les référendums. Donc, attention pour l'armée ukrainienne, elle est dans une situation qui lui permet de tenir, ça, il n'y a pas de doute, mais si elle se lance dans cette contre-offensive, elle risque de tomber dans un piège stratégique très difficile. Et j'ai peur pour elle que l'Occident la force, par certains biais, notamment par le biais des Joe Biden et compagnie, à tomber dans ce piège. On Alors, verra. la Russie n'a pas la possibilité elle non plus, de mener une offensive. On a un problème depuis le début de cette guerre. Hein, ce qui avait amené le colonel Goyafi à dire, au bout de 8 jours, le plan russe a échoué. Bah, lui, il le connaissait, le plan russe. Personne ne le connaissait. Il y avait ceux qu'avait annoncé comme objectif stratégique, assez limité d'ailleurs, ce qu'avait annoncé Vladimir Poutine. Et depuis, on spécule. Et nous, je veux dire en Occident, avec notre culture, on a tous été surpris un peu qu'il n'y ait pas d'offensive grande flèche. Il n'y a pas que nous. Hein. Le Douglas MacGregor l'a annoncé souvent, jusqu'au moment où toi, tu as pointé la guerre d'attrition défensive, qui est quelque chose d'assez rare, d'assez nouveau. Moi, à partir du mois de septembre-octobre, je me disais, mais est-ce que les Russes ne sont pas en train de prendre leur temps? Ils ne sont pas pressés. Moi, j'ai cette conviction aujourd'hui. Alors, on a toujours la même difficulté, c'est qu'on ne sait pas ce qu'ils veulent. Je pense au plan stratégique, au plan stratégique. Donc, c'est difficile à savoir parce que, justement, cette guerre s'inscrit dans un contexte qui est la guerre mondiale hybride, qui oppose l'Occident collectif au Sud global ou à la majorité mondiale. Hein. Donc, c'est assez difficile de le savoir. D'abord, ils vont pas nous le dire, au contraire des Ukrainiens qui annoncent Urbi et Orbi, ce qui est sur le plan militaire un petit peu inhabituel, qui vont faire une super contre-offensive, qui vont attaquer là, qui passeront par là, qui récupéreront la Crimée. Zelensky dit qu'il ira se baigner dans la mer Noire. Bon, très bien. Moi, j'ai un peu le sens. Est-ce que tu as remarqué la date qu'ils annoncent? J'ai pas fait attention, non. Parce que pour moi, elle n'est pas anodine. Ils ont prévu de faire ça le 30 avril. Ah, d'accord. Voilà, je laisse à nos auditeurs le soin de comprendre le message symbolique qui se cacherait derrière le choix de cette date de la part du gouvernement ukrainien et de certains de ses sponsors. Mais tu Bref. as un mauvais esprit épouvantable. Tu vois le mal partout, mon Sylvain. Bon, alors, les Russes, ils sont déterminés. Là, avec un certain calme. Alors, sur Telegram, sur les réseaux, on voit quelques excités qui viennent dire ceci, qui disent cela. On a l'ineffable Prigojine qui passe son temps à faire de la désinformation, à balancer des sorties improbables qui sont immédiatement reprises par David Pujadas et Darius Rojbin, évidemment, puisqu'il doit avoir entendu parler de ces gars-là. Et donc, il s'amuse. On ne sait pas. Donc, moi, quand je vois, par exemple, et qu'on parle de défaite de l'Ukraine, mais c'est la défaite de l'OTAN et c'est la défaite de l'Occident, qu'on le veuille ou non, qui sera sans commune mesure avec celle subie en Afghanistan. Il faut bien mesurer ça. C'est que j'ai vu passer des articles dans la presse anglo-saxonne sur certains qui se posent la question, ce serait peut-être le moment de négocier, de faire un traité de sécurité collective en Europe, qu'il faudrait prévoir ceci, imaginer cela, reposer la question de l'adhésion de la Finlande à l'OTAN qui multiplie par 2 la taille de la frontière entre l'OTAN et la Russie, ce qui est tout à fait considérable et dangereux. Et puis tout de suite, on se dit, mais attends, c'est ce que les Russes ont proposé en décembre 2021, ça. Donc tout ça pour ça. C'est-à-dire que ça ressemblerait quelque part à une capitulation. Or, ça commence à être avancé. Vous savez, c'est toujours la même chose.
hein. On va entendre les discours de Millet, d'Austin, ou de Petraeus. Alors celui-là, il est formidable, hein, qui disent absolument n'importe quoi. On aura notre cher LCI. Bon, on en parle beaucoup d'LCI aujourd'hui, mais c'est le repoussoir, quoi. Hein, qui ne prenait que ces nouvelles, ces informations au ministère de la Défense ukrainien, et qui les prend un peu plus du côté du ministre de la Défense britannique, qui ne vaut pas mieux. Alors, la détermination de la Russie donne aussi des perspectives sur la façon dont ça peut évoluer, dont ça peut avancer, parce qu'on a tous très envie de se projeter dans l'avenir. L'avenir, c'est les semaines qui vont venir, c'est les mois qui vont venir, hein, le tout se passant dans un contexte de crise économique, et là je parle de l'Occident, et de crise politique majeure. Hein, on dira peut-être un petit mot de la France. Tout ça fait que on aimerait bien savoir ce que les Russes ont envie de faire. On ne le saura pas. Hein, on ne le saura pas, il va falloir continuer à vivre avec cette incertitude. D'ailleurs, la situation de l'Europe, c'est assez intéressant parce que là aussi, on nous avait dit le lendemain de l'invasion, ah mais bravo, Poutine tombé dans un piège, il a uni l'OTAN, c'est loin d'être sûr, on l'a vu. Il a uni l'Union européenne, ah bravo. Hein, quand on entend alors, il y a les Polonais, les Roumains et les Hongrois qui Oui. disent, qui disent aux Ukrainiens, votre blé, vous pouvez le garder. Hein, Oui. comme disait la petite Katia Lipova, il disait, pourquoi quelqu'un a mordu dedans, a déjà mordu dedans. Et oui, ils ne veulent pas. Et l'UE et Madame von der Leyen disent, non, mais c'est pas bien ça, messieurs les Polonais, c'est mal. Or, les Polonais, ils font ce qu'ils veulent. Eh Aujourd'hui, oui. ils sont la carte maîtresse des Américains, Joe Biden en tout cas, qui a été il n'y a pas longtemps. Hein, et donc, je pense que ça relèvera du bras d'honneur, sachant qu'il y a quand même des élections bientôt, hein, et qu'il faut en tenir compte. Donc, l'UE est manifestement de plus en plus divisée. Les rapports franco-allemands sont pas terribles non plus. Hein, Ah oui, donc, oui, oui. une fois de plus, tout ce narratif, tout ce récit qu'on nous a servi, il s'écroule. Alors, sur le terrain, euh, Sylvain, après avoir décrit une situation globale chaotique, qu'est-ce qui se passe? Alors, on va aller à notre petite carte habituelle. Voilà, donc on va se caler comme d'habitude sur le secteur de Kherson. Voilà, donc au niveau du Dniepr. Alors, il y a des informations contradictoires qui ont circulé depuis le début de la semaine sur le renforcement des brigades ukrainiennes qui sont présentes le long du Dniepr. Je n'ai pas d'informations particulières qui le confirment ou qui l'infirment. Il faut voir avec le temps. Ce qui est intéressant sur la carte ici, c'est qu'on voit qu'à part la brigade de marine ici, le reste, ce sont des brigades de défense territoriale. Donc, ce n'est pas forcément les meilleures unités de l'armée ukrainienne. Il y a une brigade d'artillerie qui est là pour les soutenir, et puis c'est tout. Donc, je ne pense pas qu'on va vers un débarquement de vive force de la part de ces troupes-là de l'autre côté du Dniepr. On pense qu'ils pourraient tenter de faire une démonstration pour fixer les unités russes dans la région en cas d'attaque du côté de Zaporizhzhia, mais enfin, tout ça, c'est pour le moment des spéculations. On a également parlé du fait que les Ukrainiens sont en train, semble-t-il, de jouer avec le niveau du Dniepr en fermant leur barrage en amont et qu'ils pourraient s'amuser à les rouvrir d'un seul coup pour créer à nouveau la menace dont on avait parlé au mois de novembre, c'est-à-dire une inondation sur les rives de part et d'autre du Dniepr de plusieurs kilomètres de large, ce qui noierait une partie des fortifications qui ont été aménagées par les Russes sur la rive sud. Alors tout ça reste, alors que les barrages ont été fermés, il y a eu une source qui en a parlé. Maintenant, c'était en début de semaine, il n'y a pas eu de rebond sur cette info. Donc, affaire à suivre. Ça reste pour le moment, à mon avis, très spéculatif. Donc, on peut passer tout de suite de l'autre côté vers le secteur de Zaporizhzhia. Alors, ici, on a des informations qui sont intéressantes
Donc, c'est le secteur où pourrait se dérouler cette fameuse contre-offensive ukrainienne. Hein, nous le rappelons, le but, ce serait d'attaquer en direction de Tokmak ici, et puis ensuite, je descends un petit peu, de finir par atteindre la mer d'Azov, hein, ici, soit vers Berdiansk, soit en passant par Melitopol, et tout ça pour couper les Russes en deux, hein, entre le groupement qui est sur Mariupol et le groupement qui est sur le secteur de Kherson. Donc aujourd'hui, on a constaté que les unités ukrainiennes qui sont dans ce secteur ont lancé des reconnaissances en force pour tester le dispositif russe, des bombardements pour tester les contre-batteries russes, et on nous annonce, c'est arrivé là il y a quelques minutes, qu'elles ont commencé à ouvrir des passages dans leur propre champ de mine. Alors généralement, quand on fait ça, c'est qu'on va commencer à faire passer des hommes et du matériel pour attaquer les positions adverses. Donc à surveiller. Hein. Maintenant, c'est bien dans cette région-là que sur la ligne de front elle-même et puis ensuite en retrait, on trouve les trois ceintures défensives faites par le génie russe depuis maintenant plusieurs mois et qui devraient permettre d'arrêter toute offensive de grand style, sinon sur la première, au moins sur la seconde et en cas de catastrophe pour les Russes, assurément sur la troisième. Voilà, donc les Russes ont commencé à évacuer les populations civiles qui sont dans ce périmètre parce que si on a vraiment une contre-offensive ukrainienne, ça va leur permettre de tenir les villages sous leur coupe uniquement en s'occupant des problèmes militaires et pas du tout des civils, de stocker dans les maisons tout ce dont ils ont besoin pour leur logistique, et puis surtout d'éviter que ces villages soient ciblés directement par l'artillerie ou ce qui reste de l'aviation tactique ukrainienne. Donc voilà, c'est le secteur chaud à surveiller si les Ukrainiens se lanceront vraiment dans une offensive de grand style ici ou pas. Le nombre de brigades qui est déployé par rapport à ce qu'on peut voir ici, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 brigades. Bon, est-ce que c'est soutenu par une seule brigade d'artillerie? Ça me paraît pas beaucoup, hein, à l'heure qu'il est, pour mener une offensive de grand style en espérant atteindre les objectifs opératifs que je viens de mentionner. Ensuite, on passe du côté d'Ougledar. Alors là, du côté d'Ougledar, ce sont les Ukrainiens qui sont encore une fois à la manœuvre. Hein. On voit que leur dispositif a été, voilà, je finis d'agrandir, a été sérieusement renforcé par différents bataillons blindés mécanisés, une brigade blindée mécanisée également là, un bataillon de chars. Ils ont lancé des contre-attaques sur tout le périmètre entre la rivière ici et le secteur des Datchas ici. Pour le moment, on n'a pas d'informations sur le résultat de cette offensive locale. Ce qu'on peut dire, c'est qu'elle est soutenue par l'artillerie ukrainienne. Alors, je ne sais pas quelle brigade, hein, puisque là, on n'a pas d'informations sur les moyens spécifiques que l'artillerie ukrainienne aurait mis à disposition. Par contre, ce qu'on sait, c'est que, alors je vais agrandir un petit peu, voilà, c'est que le secteur d'Ougledar lui-même, où peuvent s'abriter les combattants ukrainiens et une partie de leur logistique de première ligne, est constamment non seulement sous le feu de l'artillerie russe, mais surtout sous les bombardements des fameuses bombes planantes FAB 500, FAB 1000 ou FAB 1500 de l'aviation russe, et que ça doit causer des dommages assez importants aux soldats ukrainiens qui tentent de contre-attaquer dans ce secteur. Donc il faut surveiller dans les heures dans les heures qui viennent le résultat de la contre-attaque locale qui a été lancée, semble-t-il, ce matin par l'armée ukrainienne. Alors, j'agrandis doucement. On va remonter donc ici. On arrive dans le secteur de Marinka. Donc, pareil, très peu, alors toujours des attaques de la part de l'armée russe. Hein. On a maintenant quand même 2 brigades complètes ukrainiennes qui sont positionnées en défense. On a aussi 2 bataillons de parachutistes, hein, enfin de troupes aéromobiles. Donc ça, c'est des troupes d'élite. Donc ça veut dire que les Ukrainiens veulent à tout prix tenir ce secteur. Donc les positions gagnées et perdues se comptent en pâté de maison comme la semaine dernière.
C'est un front actif, mais il n'y a pas de changement significatif de la ligne de front à signaler. Ensuite, on va remonter, donc pareil, sur le secteur Vodiane, Permovaisk, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on est toujours dans un secteur actif pour les assauts russes, mais qui ne débouche quasiment sur aucun gain de terrain. Les Ukrainiens sont bien sur leur position, bien enterrés, et donc il n'y a pas de progrès significatifs qui sont enregistrés. Et c'est pareil dans le secteur d'Avdivka, hein, qui est donc Avdivka est ici. Et donc, on a des attaques russes qui partent toujours depuis donc le nord de l'aéroport de Donetsk, qui essayent de remonter pour prendre les villages qui sont ici. Et pour le moment, ça débouche sur rien en termes de gain de terrain. Les Ukrainiens s'accrochent fermement. Alors, ils s'accrochent d'autant plus que, comme vous pouvez le voir, on a 1, 2, 3, 4, enfin 3 bataillons d'infanterie de marine. Et ici, vraisemblablement, ça doit être une autre unité d'infanterie de marine, mais c'est une compagnie qui sont déployés dans le secteur. Donc, encore une fois, des troupes aguerries, ou en tout cas avec des cadres et un armement important. Et donc, les Russes n'arrivent pas à franchir ce réseau défensif. Par contre, les 3 villages qui sont ici, par lesquels passe la dernière route d'approvisionnement pour Avdivka, sont bombardés matin, midi et soir, nuit et jour, par l'artillerie et l'aviation russe pour empêcher l'acheminement des renforts, de la logistique et par la même occasion l'évacuation des éventuels blessés graves. Donc là, au nord, on a toujours des combats. Je vais agrandir un petit peu pour le village qui est ici. Hein. Les Russes tiennent donc une tête de pont sur la voie ferrée depuis maintenant plusieurs semaines et les combats se déroulent quasiment quotidiennement pour tenter de s'emparer de ce village et, si possible, accéder par le nord à cette route de ravitaillement. Mais pour le moment, pas de progrès significatif dans ce secteur. Et c'est pareil, on a vu se déployer donc des attaques vers l'ouest, mais aussi des attaques vers le nord. Hein. Les Russes sont à la manœuvre dans ce périmètre pour essayer de s'emparer de ce village et de ce carrefour. Et là encore, on n'a pas de progrès significatif, même si c'est un front actif. Hein, il y a des combats permanents, des bombardements permanents, mais ça ne débouche sur aucune modification substantielle de la ligne de front. Donc ensuite, on peut remonter tranquillement. Là, on passe au-dessus de Toresk. On peut remonter tranquillement et on arrive donc dans le grand secteur qui commence ici, le long du canal, le grand secteur de Bakhmout. Donc à Bakhmout, comme on l'a dit, on est donc avec les parachutistes dans le secteur, excusez-moi, dans le secteur ici de Klishivka, les Wagnériens à l'assaut dans la ville et au nord, pareil, les parachutistes qui sont eux aussi à l'œuvre. Alors si on se rapproche, je vais essayer de faire ça tout doucement, du centre de Bakhmout. Là, la carte, elle n'a pas été actualisée par rapport au combat de ce matin, mais on sait, maintenant, c'est confirmé par toutes les sources, que, vous voyez, la route qui est ici, elle a été atteinte par l'armée, enfin par les Wagner. Hein, et il n'y aurait plus qu'une petite poche de résistance ukrainienne dans ce secteur-là, et c'est tout. Mais tout ce quartier est maintenant conquis par Wagner. Et en plus, on a appris que l'armée russe avait lancé des attaques ici pour essayer de couper la route, hein, l'une des 2 routes qui permet l'approvisionnement de manière très hiératique, hein, mais quand même, qui permet d'approvisionner encore un peu les combattants et d'évacuer de temps en temps les blessés. Je vous invite à aller sur Telegram, voir les vidéos de l'état de cette route, des carcasses de véhicules qui la jonchent. Et donc là, entre les premières lignes russes et la route, on est à moins de 200 mètres de distance, ce qui veut dire que là, les parachutistes, y compris avec leur Kalachnikov ou avec leur lance-grenade ou avec leur RPG, peuvent tirer eux-mêmes sans attendre l'artillerie sur tout véhicule qui circulerait dans le secteur. Donc, au vu de ce qui se passe sur Bakhmout depuis plusieurs jours, depuis même, on peut dire, plusieurs semaines, même le camarade Titelman qui revient de la région le confesse, les Russes reprennent du terrain, reprennent de l'initiative, ont semble-t-il des moyens en artillerie qui redépassent à nouveau ceux de l'armée ukrainienne.
Alors, il vient nous dire, lui, que ce sont les VDV, donc les parachutistes qui sont à l'œuvre, y compris au sein de la ville. Ça, j'ai un doute sur cette affirmation. Je pense que Wagner continue de se concentrer sur le combat urbain et que ce sont les secteurs extérieurs qui sont dévolus aux parachutistes. Voilà, donc à ce rythme-là, ça peut encore durer une semaine, ça peut s'effondrer d'un seul coup. N'oublions pas que on l'a vu, c'est en date d'hier, si ma mémoire est bonne, enfin de la nuit d'avant-hier à hier, on a eu pour la première fois l'utilisation avérée par les forces aériennes russes de leurs fameuses bombes dont on a parlé tout à l'heure, hein, les FAB 500 et plus, sur des cibles à l'intérieur de Bakhmut. C'est-à-dire que là, si l'artillerie russe est rejointe par ce type de bombardement, ça va devenir encore un peu plus compliqué pour les défenseurs ukrainiens qui n'ont, je le rappelle, rien trouvé de mieux pour ralentir l'avance russe que de dynamiter des bâtiments, hein, et des bâtiments, des immeubles de plusieurs étages qu'ils font s'effondrer, parfois, semble-t-il, en les ayant piégés, c'est-à-dire qu'ils attendent que les soldats de Wagner soient à l'intérieur pour enclencher la détonation, ce qui est une méthode assez radicale et tactiquement intéressante. Mais il y a semble-t-il, des bâtiments qui font s'effondrer sans qu'il y ait personne dedans. Voilà, pour essayer de ralentir l'avance russe. Donc, ça peut durer encore quelques jours, quelques semaines, ou s'effondrer d'un seul coup parce que on va avoir une unité qui va être défaillante, ou alors on va avoir enfin une véritable coupure des deux routes qui relient les combattants à l'intérieur de la ville. Et là, ça deviendra très compliqué de tenir parce que le volume de munitions nécessaire pour tenir le combat urbain est très élevé. Donc, ça ne peut pas durer éternellement si vous n'avez plus de voies d'approvisionnement. Voilà. Alors, on a d'autres combats, hein, comme quoi l'offensive, elle n'a pas besoin d'être sous la forme de grandes flèches pour reprendre. Alors, excusez-moi, j'agrandis un grand coup parce qu'on va remonter au nord de Bakhmut. Hein. Donc ici, on a la fameuse ferme de Sako et Fancetti, si chère au cœur de Régis. Et donc, hier, on a appris que les Ukrainiens avaient, semble-t-il, abandonné Spirné, qui est ici, qu'ils ont tenu pendant des mois et des mois avec un courage et une abnégation absolument phénoménale par rapport aux assauts qui ont été menés par l'armée russe, hein, parce que là, ici, c'est bien l'armée russe qui est à l'œuvre, ou les anciennes forces de la République populaire de Donetsk. Mais en tout cas, hier, on a partagé ça sur Veille Stratégique. On a des vidéos qui ont été faites par les drones russes et qui montrent une ville qui semble avoir été totalement abandonnée et désertée. Voilà. Alors aujourd'hui, on ne sait pas si les Russes sont entrés dans la ville ce matin ou pas, ou s'ils attendent, ou si c'est un piège, hein, parce que on peut parfois se retirer et puis on a piégé tous les bâtiments ou ce genre de choses. Donc à voir dans les heures et les jours qui viennent ce qu'il en est de la conquête du village de Spirné, vide ou pas vide, piégé ou pas piégé. Ensuite, la majorité des combats au sud du Seversky Donetsk donc, restent autour de Bilorivka ici, hein, qui est toujours très fortement défendu par des troupes ukrainiennes de divers niveaux. Hein. On a des brigades, on a des bataillons, encore une fois, de parachutistes, hein, bataillons blindés motorisés. Donc, bon, ça veut dire que la position est importante, mais que les Russes continuent d'attaquer quasiment quotidiennement pour la faire tomber. Et ça fait des mois que là, ça dure également. Aujourd'hui, on apprend que les Russes mènent de nouveau des attaques en direction du sud-ouest, hein, depuis cette ligne de front, pour essayer de poursuivre leur progression dans l'immense zone forestière qui est au nord du Seversky Donetsk. Et de même, alors je vais agrandir un tout petit peu, on a des attaques qui sont relevées tout le long de la ligne de front ici depuis ce matin, avec des résultats qui sont pour le moment encore inconnus. Est-ce que c'est que des bombardements et quelques reconnaissances en force de l'infanterie mécanisée russe ou pas? Est-ce que c'est un assaut de grand style ou pas? On n'en sait pour le moment rien du tout. Et il semble que ce soit également le cas quand on remonte ici vers le nord dans le secteur de Kupiansk. Hein, voilà, où c'est pareil, on a un regain d'activité dans ce secteur de la part de l'armée russe, mais c'est pareil, on n'a pas d'informations pour savoir si on est sur
une offensive locale importante ou si c'est beaucoup de bombardements pour tester les défenses ennemies, découvrir leur propre batterie. Pour le moment, pas d'informations précises depuis ce matin que ces combats ont repris d'intensité dans cette zone. Voilà ce qu'on peut dire sur le front aujourd'hui, à cette heure-ci. Je voudrais, parce qu'on vient de voir la description d'un front relativement statique, à base d'opérations relevant plus de l'escarmouche, pardon, ou un peu plus, sur la question des pertes. Alors j'ai lu, oui, que la Russie avait des pertes absolument effrayantes, dignes de la Première Guerre mondiale. Alors, faut pas oublier, parce que là, on voit effectivement un front un peu statique avec du grignotage. Faut pas oublier, je crois, Sylvain, que les bilans les plus lourds ont été pendant la guerre de mouvement du début et Oui, dans les grandes offensives. Hein, c'est-à-dire que j'avais lu quelque part à propos de l'offensive de la Somme que le bilan qui fut de plus de 25 000 morts, je crois, était quasiment acquis au bout d'une heure et demie. Hein, après le lancement de l'assaut. Ça ne veut pas dire que les Russes n'ont pas de pertes, mais ça veut dire qu'ils ont la supériorité, sans discussion, la supériorité de l'artillerie et que par conséquent, les pertes sont essentiellement liées à son utilisation. ah Voilà. oui. Hein, et donc, le rapport, il est celui-là, probablement. Alors, je voudrais qu'on parle un petit peu, après cet examen militaire, je voudrais qu'on parle un petit peu de la situation du mauvais côté de l'histoire, c'est-à-dire chez nous. Donc, globalement, en commençant par le patron, c'est-à-dire l'hégémon, hein, c'est-à-dire les États-Unis. J'ai le sentiment, pour essayer de suivre ça d'assez près, j'ai le sentiment que ça n'est pas un effondrement, ça n'est pas non plus ce que j'ai pensé, une désintégration qui est en train de commencer ou qui se manifeste, mais plutôt une dislocation. On a un peu l'impression, effectivement, d'un redout sur la banquise et on voit des icebergs qui se heurtent, on voit un certain nombre de choses qui font que euh, ça donne le sentiment d'un dispositif qui ne tient Oui. plus et qui s'en va. Je voudrais faire également une autre observation, celle relative à la puissance des États-Unis. Faut que je récupère mon image qui s'est enfuie. Hop, là voilà. Oui, sur la puissance des États-Unis. Alors, il y a toujours une fascination que je comprends sur bon la puissance, l'Amérique gendarme du monde. Si on regarde les critères, c'est quoi le critère du premier pays du monde, le critère de la puissance économique, le critère de la puissance militaire? Si c'est par exemple, je sais pas, je dis ça au hasard, hein, si c'est la délinquance, le taux d'homicide annuel, c'est effectivement préoccupant. Si c'est le nombre de personnes détenues, c'est également préoccupant. Le taux d'incarcération aux États-Unis, et les prisons sont pleines, et ils aimeraient bien les remplir encore plus, hein, il est le plus élevé du monde. Et je rappelle qu'il est supérieur à ce qu'il était au Goulag en 1940 dans l'Union soviétique stalinienne. Ça donne un ordre d'idée. Bon, alors on va prendre un autre critère, cher à Emmanuel Todd. On va parler de la mortalité infantile, catastrophique. On va parler de l'espérance de vie, catastrophique. On va parler du système de santé, catastrophique. On va parler de la situation des villes, catastrophique. Alors, il faut savoir, par exemple, ça c'est un très bon critère, un très bon symptôme, c'est la stratégie de Walmart. Walmart, c'est le Carrefour américain, enfin, c'est pas tout à fait les mêmes concepts d'hyper, mais il ferme de plus en plus de magasins. Chicago, je prendrai que cet exemple, il y en a plein d'autres. Hein. Chicago, il y avait 8 grands hyper. Il vient d'en fermer 4. Définitivement, c'est fini, c'est terminé. Hein. C'est vous dire l'état de la ville, la drogue, la délinquance, l'insécurité, qui fait qu'ils ne peuvent plus assurer le fonctionnement de leurs unités et par conséquent, ils préfèrent les fermer. Donc, on peut continuer comme ça tous ces critères. Hein. Il y a bien évidemment le problème de la drogue, le problème qui est un problème de santé également, hein, qui est tout à fait considérable. C'est le pays où on se drogue le plus au monde. Bon, alors la puissance, je veux bien, puis on va venir sur le critère aussi qu'on avait tous dans les têtes, c'est la puissance militaire. Or, démonstration est faite avec la guerre de haute intensité
la guerre continentale en Europe qu'ils n'ont plus cette puissance militaire. Et qui est-ce qui le dit? Les spécialistes américains, les officiers américains qui le disent. Hein. Donc, c'est effectivement problématique. Et puis, si on ne prend que l'exemple de leur défaite en Afghanistan, parce que c'est une défaite y compris militaire. Y compris militaire. On ne fait pas la guerre pour tuer un peu plus de monde que l'adversaire. On fait la guerre pour contrôler un territoire, pour atteindre des objectifs stratégiques. Donc, ils ont perdu lamentablement en plus. Ils sont partis en courant. Au contraire des soviétiques qui sont partis en bon ordre, subissant également une défaite. Bien, donc là-dessus, si on regarde tous ces aspects, on commence à avoir une vision un petit peu différente. Et puis, bien évidemment, il y a les contradictions politiques. Les contradictions politiques qui sont de plus en plus importantes, le consensus n'existe plus. Alors bon, on ne va pas revenir sur ton pessimisme, Sylvain, que je crois fondé, hein, sur la possibilité d'une guerre civile, alors qui prendrait des formes, je ne sais pas lesquelles. En attendant, aujourd'hui, la guerre civile culturelle et politique, elle existe. Hein. Et les poursuites lancées contre Donald Trump, la façon dont cela s'est passé, les réactions que ça a provoquées dans l'opinion publique américaine très divisée, en témoignent. Hein. Ça, je crois qu'il n'y a pas d'illusion à se faire. Alors, concernant l'Europe, concernant l'Union européenne, on n'en est pas là, bien évidemment, mais la situation, il y a trois aspects. Premièrement, la division, qui est incontestable. Hein. L'Union européenne, la Hongrie en fait partie, la Pologne en fait partie, hein. L'Italie en fait partie. Il y a des approches extrêmement différentes des problèmes. Il y a les rapports, je l'ai dit tout à l'heure, France-Allemagne qui ne sont pas extraordinaires. Donc, c'est une situation politique de relations entre les États qui n'est pas fameuse. Il y a la crise économique. Oui, et j'insiste sur le fait, parce qu'on en parle peu, et il va falloir pourtant en parler beaucoup, c'est qu'il va y avoir des points de divergence, mais alors colossaux, quand on va enfin nous dire ce qui va se passer l'hiver prochain au niveau des réserves de gaz. Hein, parce que ça va être la foire d'empoigne totale. Hein. C'est-à-dire que là, on nous a fait passer finalement l'hiver, on n'a pas eu besoin de baisser le chauffage plus que ça, etc., etc. Mais nous n'aurons plus les réserves, nous Français en tout cas, de gaz que nous avions réussi à obtenir l'été dernier. Et donc, ça va être la foire d'empoigne avec qui le Qatar, qui, je sais pas, l'Azerbaïdjan, le bon ami de Madame van der Leyen, hein, le massacreur de nos amis arméniens. Ça va être une véritable foire d'empoigne. Et bien évidemment, comme tu viens de le dire, chacun jouera pour lui-même. Hein, il n'y aura pas d'équipe Europe. Bien sûr que non. Ne serait-ce, on a appris cette semaine que les 3 dernières centrales nucléaires allemandes avaient été fermées. C'est-à-dire qu'ils multiplient par 2 leurs émissions de CO2. C'est magnifique. Et ils se présentent comme des héros. Hein. Donc voilà, ils se présentent d'ailleurs comme des héros. Ils vont comme nous vers la crise économique sérieuse. Il y a des taux d'inflation qui sont recalculés comme ça, mais on finit par les avoir. Moi j'aime bien écouter les patrons des grands groupes, des groupes de grande distribution. Ils disent on est à 22%, on est à 23%, c'est fort probable. Hein. Il suffit de pousser son caddie et de l'avoir un peu rempli pour s'en rendre compte. Bon, c'est doigt mouillé, mais ça dit un certain nombre de choses. Donc, il y aura cette crise économique qui va effectivement aussi se nourrir de la crise énergétique, parce que si on a passé un hiver plus facile qu'on imaginait, c'est parce que, l'hiver a été plutôt doux, tant mieux, hein, et deuxièmement, merci le réchauffement climatique, deuxièmement, on avait fait des réserves, on pouvait encore le faire. On pouvait encore le faire, on pouvait encore utiliser les Nord Stream, il y avait d'autres choses, il y avait la Russie a continué à honorer certains contrats, c'est terminé. C'est terminé. Parce que ils ont été très cyniques, ils ont attendu d'avoir passé des contrats avec d'autres, en se tournant, en ayant fait le pivot vers l'Asie, et ils ont vendu à l'Inde. À propos, l'Inde vient de passer à 1,430 milliard d'habitants, elle a dépassé la Chine, hein. On ne parle pas de l'Inde, hein. C'est le géant discret, hein, l'Inde. C'est colossal ce qui est en train de se passer. Donc, on parlait de l'Allemagne, ils sont forts les Allemands. Ils ont Scholz, hein, comment ils l'appellent,
saucisse de foie ou je sais pas, enfin le gars qui n'a rien dit face à l'agression militaire américaine contre ses sources d'énergie, bravo, hein, Nord Stream 2, il a rien dit, il paraît, on dit, je sais pas si c'est vrai, hein, on dit qu'il l'aurait su avant, mais ils ont Madame Baerbock, leur ministre des Affaires étrangères, Madame 360 degrés, hein, qui dit on va obliger Poutine à faire un virage à 360 degrés. Ben oui, ma chérie, il a déjà, les Russes l'ont déjà fait une fois de ce virage-là, hein, en partant de Moscou à partir du 5 décembre 1941 hein, jusqu'au 8 mai 1945. Là, c'était un joli 360 degrés. Et elle est partie en Chine. Elle est partie en Chine. Alors, je ne sais pas si les Chinois sont germanophobes, comme mon ami Sylvain, mais ils l'ont mal reçu, mais pas aussi mal que von der Leyen. J'ai lu un papier un peu détaillé sur la façon dont ils avaient traité Ursula, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Ils ont été odieux. Parce que, et comment dire, ce sont des gens, les Chinois, je les connais un peu parce que, d'abord, je m'y suis beaucoup intéressé, puis j'y étais, hein, mais tout ce qui est diplomatique, tout ce qui est les règles, les détails, c'est très important. Il faut avoir gardé la face. Je ne vous parle même pas des Japonais, mais les Chinois, c'est très important aussi. Donc, tout ce qui est protocole diplomatique est très important. Donc, voir Macron débarquer avec quelqu'un qui ne connaissait pas et qui ne connaissait pas, qui n'avait aucun statut officiel, hein, et dont ils savaient que c'était un agent américain, ils n'ont pas aimé, il a fallu qu'elle passe le contrôle des passagers en partant. Non mais je rêve. Et quand Madame Baerbock est arrivée, elle a commencé à faire son cinéma, elle a parlé des Ouïghours, elle a fait ceci, elle a fait cela, elle est arrivée mal habillée et tout, et les Chinois étaient absolument fous furieux, hein, et lui ont fait comprendre. Donc ça, c'est très caractéristique. Et pendant ce temps, non pas pendant ce temps, juste avant, il y a Lula, le président nouvellement réélu du Brésil, qui est arrivé en Chine. Alors, on nous avait dit, oui, mais Lula, par rapport aux États-Unis, etc. Eh ben, Lula, il a été reçu princièrement là-bas. C'était impressionnant. Hein. Il a fait tout un tas de déclarations en disant d'abord, la guerre, c'est de la faute des États-Unis et de l'OTAN. Hein. Il a passé tout un tas de contrats avec la Chine. Il a été reçu, c'était assez impressionnant. Macron, c'était pas grand-chose à côté. Hein. Ils ont déroulé tous les grands tapis rouges et il y avait l'armée chinoise qui a joué un morceau un peu original et j'ai appris que c'était une chanson de la résistance à la dictature dans les années 60, à la dictature brésilienne, résistance à laquelle avait participé Lula. C'était une attention, je crois qu'il a beaucoup touché. Oui, donc il laisse nos amis chinois ne laissent. Je dis nos amis parce que je prends mes précautions. On ne sait pas ce que nous réserve l'avenir. Hein. Ils sont quand même actuellement très forts, ils continuent. Bon, bien évidemment, ils ont réorganisé, ils sont en train de réorganiser le Moyen-Orient, c'est quand même assez fantastique. Ils s'occupent aussi de l'Amérique latine. Hein. Les Russes sont partis au Venezuela, sont passés au Nicaragua aussi, je crois. Donc tout ça est en train de se passer. Et nous, eh ben, on écoute Darius Rochebin et David Pujadas. Et Emmanuel Macron continue à parader, parce que c'est ça le problème. Pendant que le monde se dédollarisation du monde. Voilà, c'est comme anticonstitutionnellement, c'est long hein, à dire, mais ça, j'ai plus l'habitude. Hein. Eh bien, au moment où ça peut être, parce que j'ai l'impression que ça va assez vite, un cataclysme économique et surtout financier. Pendant ce temps-là, notre pauvre pays est dans une crise politique, une impasse politique totale. On ne voit pas ce qui peut se produire. Il y a Pierre Rosanvallon, le vieux social-démocrate, qui est enfin sorti de son silence pour dire enfin quelque chose et que la crise provoquée par Macron, et que c'était Macron le problème principal. En bon social-démocrate, il se contente de dire ça, mais il a dit, bon, ben voilà, il faut utiliser les moyens institutionnels, soit on dissout l'Assemblée, arbitrage du peuple, soit il démissionne, ou bien il fait comme le général de Gaulle. Moi, en 68, je me rappelle très bien, de Gaulle, face à une crise importante, dissout l'Assemblée nationale. Alors, il bénéficie d'un espèce de courant de peur hein, et d'une majorité qui n'était pas sur son nom, qui était une majorité qui voulait la sécurité. L'année suivante, il a eu un nouveau projet,
un projet qui était extrêmement important, qui était celui de la régionalisation, que je connais bien, hein, eh bien, il a été battu politiquement, mais il est parti. Et donc, voilà, la crise de 68, elle s'est réglée en 2 temps. Hein. J'approuve pas la décision du peuple français de 69. Hein. Non, mais c'est comme ça. Donc, eh bien, on n'a même pas ça. On n'a même pas ça. Ah non. Je voyais quelqu'un que je connais bien, qui est Dominique Régnier, qui est le patron de la Fondation pour l'innovation politique, qui est un think tank, disant mais c'est épouvantable, si on dissout l'Assemblée ou s'il démissionne de son poste, ça va créer une crise terrible. Ah bon? Ah, parce qu'elle n'est pas là, la crise déjà. Ben, non, et puis surtout, demander son avis au peuple, c'est terrible, faut pas. Ah oui, oui, La bon, ça on le sait. démocratie sans démos. Et ça, je dirais, je reste quelques instants sur la France parce que je pense qu'il y a des problèmes ailleurs, on nous en parle très peu, je pense qu'il y a ces impasses politiques aussi. L'Italie, je ne sais pas où est-ce que ça va aller. Mélanie est en train d'absolument tout trahir. Je veux dire, les engagements. Comme nous l'avions annoncé quand elle a été élue. Absolument. Je crois que pour savoir où sont les traîtres, ceux qui vont défendre mal, d'ailleurs, hein, enfin en tout cas une partie de l'hégémon, c'est-à-dire les cinglés du sous-sol, hein, il faut regarder qui, parmi les dirigeants, a été Young Leader. Il y a mais la Ou à Finlande. l'Institut Aspen, ça dépend. Il y Oui, a oui, oui, elle c'est Aspen, oui, oui, c'est vrai. C'est pire. elle, elle, elle est, C'est encore pire. elle est du côté où va Monsieur Michel Goya donner des conférences. Voilà. Exactement, exactement. Mais c'est impressionnant. Mais de voir aussi que les Américains, ils savent être efficaces aussi, hein, parce que quand on voit le nombre de dirigeants, enfin, peut-être nous, les 2 derniers présidents de la République, c'est Young Leader. Hein, et celui qu'on a essayé de nous présenter comme une opposition de gauche, Monsieur Montebourg, Young Leader. Et rappelons-nous de Tsipras, Eh le oui. traître absolu pour moi. Hein, Tsipras, Young Leader, j'avais pas vu ça. Hein, quand il est arrivé au pouvoir, et ça avait créé un espoir, rappelez-vous. Hein. Donc, non, non, ils sont assez forts. Ils étaient assez forts. Je pense qu'ils sont en voie d'affaiblissement. Donc, bon, on verra ce que ça donne. Dernier petit point, à moins que tu aies quelque chose, Sylvain, je voulais parler Non, des non. livres. Ah oui. Voilà, donc, il y a un nouvel ouvrage qui vient de sortir chez Perrin sur la bataille de Verdun. Comme quoi, Ouais. hein, l'histoire, c'est intéressant. Hein, je crois que c'était Marc Bloch qui disait que l'histoire en dit plus long sur les hommes qui l'écrivent que sur leur père. Hein, c'est-à-dire que ça reflète les débats du jour. C'est normal. Hein, d'ailleurs, je trouve ça plutôt sain, mais on a toujours à apprendre sur l'histoire. Il va y avoir un autre livre historique, c'est celui de Michel Goya avec Jean Lopez, hein, Michel Goya sur la guerre en Ukraine. Qu'est-ce qu'il va nous raconter là? Hein, il va republier ses chroniques de la voix de l'épée, ça va être amusant. On va en parler. Hein. Nous, on est Oui. objectif, hein, on est neutre. Oui. Hein, Ah oui, 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 oui. on va parler de ce bouquin. Donc, qu'est-ce qu'il y avait d'autre qui m'échappe on va peut-être faire une capsule spécifique sur les bouquins. Oui, ah oui, oui. Hein, bon, on parlera aussi un jour, on parlera du 3e Panzerkorps et de l'offensive des Ardennes, mais ça, Oui, ça, hein, c'est oui. une émission qui sera consacrée aux œuvres complètes de Sylvain Ferreira. Bon, écoutez, donc on adopte un ton enjoué, on essaye d'être détendu dans un contexte qui est quand même historiquement particulier et dont on peut comprendre qu'il soit générateur d'angoisse. Alors, on va terminer pour aujourd'hui ces mauvaises nouvelles et on va vous dire à la semaine prochaine, sauf s'il y a Si, des voilà. événements en cours de route. Ouais. Voilà. À bientôt. À bientôt.